Et si la vengeance la plus douce était celle qu'on n'accomplit jamais, un garçon humilié sous les rires d'un village entier, une promesse murmurée dans les larmes. Un jour, tu regretteras. 10 ans plus tard, il revient, riche, séduisant, célèbre. Elle, brisée par la vie, implore son pardon. Cette histoire va vous montrer que le véritable triomphe n'est pas dans la vengeance. Préparez-vous à ne plus voir l'amour de la même manière. La nuit sentait la poudre et le sucre brûlé. Sur la place du village provençal, les lampions tremblaient au rythme de l'accordéon. C'était le 14 juillet et Mathias Renard, 14 ans, se tenait à l'écart, adossé au mur de la boulangerie. Ses mains moites froissaient un bouquet de coquelicots et de lavande, des fleurs des champs. Il n'avait pas les moyens d'acheter des roses. Il observait Élodie Beaumont depuis 1 heure. Elle dansait au centre de la place, 15 ans, cheveux châtains tombant sur ses épaules bronzées, robe blanche épousant sa silhouette. Elle riait, la tête renversée, et ce rire traversait la nuit comme une promesse de bonheur. Élodie Beaumont, fille des propriétaires de la quincaillerie, la royauté locale. Leur maison de 3 étages dominait la place avec ses volets bleus impeccables. Élodie ne manquait jamais de rien. Mathias, lui, vivait avec sa mère dans une petite maison délabrée à la sortie du village. Son père était parti quand il avait 6 ans. Sa mère, Cécile, travaillait comme femme de ménage, rentrait tard le soir, les mains rougies par l'eau de Javel. À l'école, Mathias était invisible, trop maigre, trop silencieux, avec ses vêtements de seconde main. Son visage couvert d'acné lui valait des surnoms cruels. Les professeurs l'appréciaient, mais les élèves l'oubliaient, sauf Élodie. Elle le remarquait avec pitié, parfois avec dédain amusé. En cours de français, forcée de travailler avec lui, elle avait pris soin de ne jamais le toucher, s'asseyant le plus loin possible. Pourtant, il l'aimait, de cet amour absurde que seuls les adolescents peuvent ressentir. Ce soir, après des semaines de débats intérieurs, Mathias avait pris une décision. Il allait lui parler. La musique changea, devint plus lente. Élodie se tenait près de la fontaine, entourée de ses amis Chloé et Manon, et des garçons populaires, Lucas et Antoine. C'était maintenant ou jamais. Mathias respira profondément et avança, serrant le bouquet contre sa poitrine. 10 mètres, 6 mètres. Chloé le vit en premier, donna un coup de coude à Manon, puis Lucas, puis Élodie. Leurs conversations s'éteignirent. Mathias s'arrêta devant elle, la bouche sèche. Autour d'eux, de plus en plus de regards convergeaient vers ce garçon maigre tenant des fleurs des champs devant la plus jolie fille du village. « Élodie, dit-il, voix tremblante, j'ai quelque chose à te dire. Silence terrible. Depuis longtemps, je pense à toi, et je sais que je ne suis pas, mais je voulais que tu saches que tu es la plus belle personne que j'ai jamais vue. » Il lui tendit le bouquet, main tremblante. « Je t'aime, Élodie. » Les 3 mots tombèrent dans le silence comme des pierres. Puis Élodie éclata de rire. Pas un rire nerveux, un vrai rire, franc et cruel, jaillissant sans retenue. Elle se tourna vers ses amis, yeux brillants. Il m'aime, le petit Laideron m'aime. Petit Laideron, le vilain petit canard, Chloé pouffa, puis Manon, puis Lucas et Antoine. Le rire se propagea comme une contagion. Une dizaine de personnes, puis une foule entière riait de ce garçon pathétique qui avait osé croire qu'il pouvait être aimé. « Tu plaisantes ?» dit Élodie, essuyant une larme de rire. « Toi et moi? Regarde-toi, Mathias. Tu crois que je pourrais? Avec toi? Retourne dans ton trou, petit Laideron, lança Lucas. Mathias laissa tomber les fleurs. Les coquelicots s'éparpillèrent sur les pavés, piétinés immédiatement. Il tourna les talons et partit en courant. Derrière lui, les rires continuaient. Il finit par s'effondrer près du vieux lavoir, à l'orée du village. Il s'assit contre le mur de pierre froide et pleura comme jamais. Mais au milieu des larmes, quelque chose d'autre naquit. De la fierté blessée, de l'orgueil humilié et une promesse murmurée dans la nuit. Un jour, je serai quelqu'un. Un jour, tu regretteras. Un jour, tu imploreras mon amour. Et ce jour-là, ce sera moi qui rirai. Il ne savait pas encore comment. Mais il savait avec une certitude absolue que cette humiliation ne serait pas sa fin, ce serait son commencement. Le lendemain matin, Mathias se réveilla avec l'espoir que tout n'avait été qu'un cauchemar. Puis la honte s'abattit sur lui comme une dalle de béton. C'était bien réel.
Sa mère était déjà partie travailler, laissant 2 tartines beurrées et un mot. Bon dimanche, mon cœur. Mathias regarda les tartines sans les voir. L'idée de manger lui soulevait le cœur. Vers 15 heures, n'en pouvant plus de tourner en rond, il décida de sortir. Peut-être que personne ne se souvenait vraiment. Il se trompait. Dès qu'il mit les pieds sur la place, il sentit les regards converger, des murmures, des coups de coude, des rires étouffés. Madame Garnier, la boulangère, détourna les yeux. Monsieur Petit, le pharmacien, lui lança un regard mi-compatissant, mi-amusé. Le pire, c'était le mélange, cette combinaison toxique de pitié et de moquerie que personne n'essayait de cacher. « Tu as entendu ? Le fils Renard a déclaré sa flamme à la petite Beaumont, avec des fleurs des champs. Le pauvre, elle l'a envoyé bouler devant tout le monde. Les voix portaient, calculées pour qu'il les entende. Mathias serra les poings et continua, tête baissée, épaules rentrées. Il passa devant le café où Lucas et Antoine étaient attablés avec leur père. « Hé, Roméo !» cria Lucas. « Tu cherches ta Juliette? Tu devrais lui apporter des marguerites cette fois. Peut-être qu'elle changera d'avis. » Les hommes éclatèrent de rire. Même les pères, ces adultes censés être plus matures, souriaient. Mathias pressa le pas, le sang battant à ses tempes. Près de la fontaine, il croisa Chloé et Manon. « C'est lui », murmura Chloé assez fort, « le petit laideron amoureux. »« Je comprends toujours pas ce qu'il s'est imaginé, » répondit Manon. « Élodie et lui, il vit sur quelle planète ?» Mathias accéléra, les joues brûlantes. Puis, au détour de la rue principale, il la vit. Élodie. Elle sortait de la quincaillerie, sac à la main, robe d'été jaune pâle, cheveux en queue de cheval. Magnifique, comme si la nuit précédente ne l'avait absolument pas affectée. Leurs regards se croisèrent. Pendant une fraction de seconde, Mathias osa espérer. Un regard de regret peut-être. Au lieu de cela, Élodie eut un petit sourire amusé. Puis elle se tourna vers l'intérieur de la boutique et lança assez fort pour que toute la rue entende « Maman, le petit laideron est dans la rue, cache les fleurs des champs. » Des rires fusèrent. Même sa mère, même Marguerite Beaumont riait. Quelque chose se brisa définitivement en Mathias. Non pas son cœur, ça c'était déjà fait, mais une croyance innocente en la bonté humaine. Il resta planté là, sur le trottoir brûlant, et comprit avec clarté qu'il était devenu une punchline. Une anecdote, le garçon pathétique qui avait osé croire qu'il pouvait être aimé. Élodie ressortit, toujours souriante, passa devant lui sans un regard. Elle rejoignit ses amis qui l'attendaient plus loin. Elle leur dit quelque chose à voix basse, et toutes éclatèrent de rire en se retournant vers lui. Mathias ne courut pas cette fois. Il resta là, pieds plantés dans le sol, et les regarda rire. Il grava chaque détail dans sa mémoire, le son de leur voix, la façon dont Élodie renversait la tête, la main de Manon sur son épaule. Il grava tout au fer rouge dans son âme, parce qu'il comprenait maintenant que la douleur était un carburant, que l'humiliation était une forge. Là, sa mère rentra vers 22 heures, très tirée, cheveux échappés de son chignon. « Tu as passé une bonne journée, mon chéri ?» demanda-t-elle. « Oui, maman. » Elle se tourna vers lui, et quelque chose dans son regard lui fit comprendre qu'elle savait. Dans un village de cette taille, les nouvelles voyageaient vite, mais elle ne dit rien. Elle posa sa main fatiguée sur sa joue et murmura « Tu vaux mieux que tous ces gens-là, mon petit. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Mathias hocha la tête, incapable de parler. Là, allongé dans son lit, il ne pleura pas. Il était au-delà des larmes. Il fixait le plafond, dans l'obscurité et dans sa tête, une promesse tournait en boucle, se gravait dans chaque cellule de son corps. Un jour, je serai riche. Un jour, je serai puissant. Un jour, tu imploreras mon amour, Élodie Beaumont. Et ce jour-là, ce sera moi qui te regarderai avec ce petit sourire amusé. Ce sera moi qui rirai. C'était une promesse d'enfant, folle et démesurée. Mais c'était la seule chose qui lui permettait de continuer à respirer. Alors il s'y accrocha, comme un naufragé s'accroche à une planche dans l'océan, parce que c'était tout ce qu'il lui restait. Les semaines suivantes furent un enfer silencieux, devenir invisible. Il arrivait au collège juste avant la sonnerie, disparaissait dès la fin des cours. Il avait trouvé refuge dans un endroit que personne ne fréquentait,
La cuisine du collège. Madame Odette, la cantinière, une femme ronde d'une 60aine d'années au visage buriné, l'avait surpris un jour mangeant son sandwich dans le couloir des réserves. « Qu'est-ce que tu fais là, petit ?» Mathias avait baissé les yeux. « Je préfère être au calme. » Elle l'avait observé longuement, puis avait hoché la tête. « Viens, si tu dois manger seul, autant le faire quelque part de propre. » Elle l'avait installé dans un coin de la cuisine, près de la fenêtre. Un tabouret, une petite table. C'était devenu son sanctuaire. Au début, Mathias mangeait en silence pendant qu'Odette préparait les repas. Mais petit à petit, il s'était mis à observer la façon dont elle éminçait les oignons avec précision, comment elle ajustait l'assaisonnement d'un coup de poignet, la manière dont elle goûtait un plat, yeux fermés, comme si elle écoutait une mélodie secrète. « Tu regardes beaucoup, » lui dit-elle un jour. « Pardon, madame, ce n'est pas un reproche. Tu sais cuisiner ? Un peu ? Ma mère travaille tard, alors je prépare souvent le dîner. Montre-moi. » C'était ainsi que tout avait commencé. D'abord les tâches simples, éplucher, couper, rincer, puis une vinaigrette, une béchamel, un bouillon. Elle ne complimentait jamais directement, mais Mathias voyait à son hochement de tête satisfait qu'il se débrouillait bien. « Tu as des mains, » finit-elle par dire un après-midi. « Des vraies mains de cuisinier. C'est rare. » Mathias sentit quelque chose se réveiller en lui, une forme de fierté qui n'avait rien à voir avec ce que les autres pensaient, mais avec ce qu'il était capable de créer. En cuisine, il n'était pas le petit laidron. Il était simplement Mathias, et ses mains parlaient un langage que personne ne pouvait tourner en dérision. Un mois après le début de l'année, Monsieur Benoît, le principal, fit une apparition inhabituelle à la cuisine. Il s'entretint longuement avec Odette, jetant des regards vers Mathias. Puis ils l'appelèrent. « Mathias Renard », dit le principal. « Madame Odette me dit que tu as un don pour la cuisine, un vrai talent. » Mathias cligna des yeux, incrédule. Odette croisa les bras, sourire au coin des lèvres. « Ne fais pas cette tête. J'ai passé 40 ans derrière les fourneaux. J'en ai vu des gamins. Toi, tu as ça dans le sang. » Le principal sortit une enveloppe. « Je vais être direct. Nous avons un partenariat avec une école de gastronomie à Florence, en Italie, l'Accademia Culinaria di Firenze. Chaque année, ils offrent une bourse complète à un jeune talent français. Logement, nourriture, formation, tout est pris en charge. Florence. Italie. » Les mots résonnaient comme un rêve impossible. « Pourquoi moi ?» murmura Mathias. « Parce que j'ai insisté, » dit Odette. « J'ai contacté un ancien élève, un chef réputé à Lyon. Il est venu goûter tes préparations. Il a été impressionné. » Le principal continua. « Il faudra passer un entretien, préparer un plat devant un jury, mais si tu es accepté, tu partiras en janvier. 4 ans de formation, les meilleurs professeurs d'Europe. 4 ans, loin d'ici, loin des rires, loin d'Élodie, une chance de disparaître, une chance de renaître. Réfléchis-y, dit le principal. Parle-en à ta mère. Le dossier doit être envoyé avant la fin du mois. » Là, Mathias attendit que sa mère rentre. Elle arriva vers 22 heures, très tirée. Il lui raconta tout. Cécile Renard l'écouta en silence, main posée sur la table. Quand il eut terminé, elle resta immobile un long moment. « L'Italie, » murmura-t-elle, « c'est loin. » Oui. Elle leva les yeux vers lui, brillant de larmes. Mais elle souriait, un sourire triste et fier. « Vas-y, mon chéri, pars, deviens grand, deviens fort, deviens tout ce que tu mérites d'être. Ne reviens jamais pour ceux qui t'ont fait souffrir. Reviens pour toi. » Mathias serra la main de sa mère fort. « Je te le promets. » Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon. Mathias prépara un risotto aux champignons pour le jury, techniquement irréprochable. Il passa l'entretien avec des professeurs italiens. Et puis, début décembre, la lettre arriva. « Nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature a été retenue. » Il était accepté. Il partait en janvier. Mathias ne dit rien à personne au collège. Il continua invisible pendant qu'Élodie vivait sa vie insouciante. Un jour, il la croisa dans le couloir. Elle ne le regarda même pas. Il n'était déjà plus rien pour elle. Mais lui ne l'oubliait pas. Chaque fois qu'il la voyait rire, quelque chose en lui se durcissait un peu plus. Le 15 janvier, par un matin glacial, Cécile accompagna son fils à la gare.
elle le serra dans ses bras sur le quai. « Sois prudent, écris-moi. Je te le promets, maman. Et Mathias, ne laisse jamais personne te faire croire que tu ne vaux rien, jamais. » Quand le train démarra, Mathias regarda le village s'éloigner. Les toits rouges, le clocher, la place où tout s'était effondré. Il les grava dans sa mémoire, non pas avec nostalgie, mais avec détermination froide. « Je reviendrai, mais je ne serai plus le même. » Puis il se tourna vers l'avant, vers l'inconnu, vers la vie nouvelle. Et quelque part, dans un recoin sombre de son cœur, la promesse continuait de brûler. Patiente, implacable, vivante, Florence l'accueillit sous une pluie fine de janvier. Mathias descendit du train avec sa valise fatiguée, les yeux écarquillés devant la gare Santa Maria Novella. Tout était différent. Les sons, les odeurs, la langue qui coulait autour de lui comme une musique incompréhensible. Il avait 15 ans et se tenait seul dans une ville étrangère, sans personne pour le guider. L'Accademia Culinaria se trouvait dans le quartier de Santo Spirito, dans un bâtiment Renaissance aux murs ocre. Le directeur, Maestro Giovanni Salvi, un homme sec d'une 60aine d'années au regard perçant, l'accueillit avec une poignée de main ferme. « Benvenuto, Mathias. Ici, on ne parle pas de talent, on parle de travail. Tu comprends ? » « Oui, monsieur. »« En italien ? » ?»« Si, maestro. » Giovanni sourit légèrement. « Bene. Demain, 6 heures. Pas de retard. » La première année fut une guerre. Mathias partageait un dortoir avec 5 autres élèves, 3 Italiens, un Espagnol, un Allemand. Tous avaient 16 ou 17 ans, tous venaient de familles aisées qui pouvaient se permettre cette formation d'élite. Lui seul était là par charité et il le lui faisait comprendre. Le français pauvre, l'appelait Marco, un Romain arrogant au sourire carnassier. Tu sais même pas tenir un couteau correctement. Mais Mathias apprit. Dieu qui l'a pris. Les journées commençaient avant l'aube, dans les cuisines où la chaleur des fourneaux transformait l'air en fournaise. Maestro Giovanni était impitoyable. Un geste imprécis, une sauce trop salée, et il jetait le plat entier à la poubelle sans un mot. Pas de seconde chance, pas de pitié. En cuisine, l'erreur se paie comptant, répétait-il. Un client mécontent ne revient jamais. Alors, on ne fait pas d'erreur. Capitaux ? Mathias comprenait. Il travaillait jusqu'à ce que ses mains saignent des coupures de couteau, jusqu'à ce que ses pieds enflent dans ses chaussures, jusqu'à ce que son dos hurle de douleur. Pendant que les autres sortaient le soir découvrir Florence, il restait à la cuisine, répétant les mêmes gestes jusqu'à la perfection. « Pourquoi tu te tues au travail comme ça ?» lui demanda un jour Lucas l'Allemand, le seul qui ne le traitait pas comme un paria. « Tu as quelque chose à prouver ?» Mathias ne répondit pas. Comment expliquer la brûlure qui ne s'éteignait jamais? Comment dire que chaque coup de couteau, chaque réduction de sauce, chaque plat réussi était un pas de plus loin d'Élodie Beaumont et de ses rires cruels? La deuxième année, quelque chose changea. Mathias avait grandi de 10 centimètres. Son corps maigre commençait à se sculpter sous l'effort physique constant de la cuisine. Porter des marmites lourdes, rester debout 14 heures par jour. Son acné disparaissait, remplacé par des traits qui se définissaient. Il apprenait l'italien couramment, se nourrissait de la culture florentine entre 2 services. Et surtout, il excellait. Giovanni commença à le remarquer différemment. Pas avec pitié, mais avec ce hochement de tête rare qu'il réservait aux élèves prometteurs. « Renard !» l'appela-t-il un jour après le service. « Demain, tu travailles avec moi au restaurant. » Le restaurant en question était l'Osteria Salvi, une étoile Michelin où Giovanni officiait le week-end. C'était un honneur réservé aux meilleurs élèves de 3e année. Mathias n'était qu'en 2e. Marco serra les dents quand il l'apprit. Le professeur a pitié de toi, c'est tout. Mais dans la cuisine de l'Osteria, devant les fourneaux où chaque seconde comptait, Mathias prouva que ce n'était pas de la pitié. Il exécuta chaque commande avec une précision chirurgicale. Giovanni l'observait du coin de l'œil, puis finit par lui confier une station entière. « Tu as le feu », lui dit-il ce soir-là, alors qu'il nettoyait après le service. « Ce truc qui ne s'apprend pas. Certains cuisinent pour impressionner. Toi, tu cuisines comme si ta vie en dépendait. Pourquoi ?» Mathias essuya ses mains sur son tablier. « Parce que c'est le cas, maestro. » La 3e année, Mathias n'était plus le garçon effacé du dortoir.
Il mesurait maintenant 1,80 m. Son corps s'était rempli de muscles fonctionnels. Ses mains étaient devenues sûres et rapides. Son visage s'était transformé. La mâchoire s'était affirmée. Les yeux sombres avaient acquis une intensité qui faisait se retourner les gens. Les filles de l'Academia commencèrent à le regarder différemment. Chiara, une Vénitienne aux yeux verts, lui souriait pendant les cours. Mais Mathias restait distant, poli mais inaccessible. Il n'avait pas le temps pour ça. Pas encore. Il passait ses soirées à étudier non seulement la cuisine, mais aussi le vin, l'art de la table, la gestion d'entreprise. Il lisait des livres sur les grands chefs, analysait leurs stratégies. Il apprit l'anglais en parallèle, comprenant que pour réussir vraiment, il devait être international. Giovanni lui confia de plus en plus de responsabilités. « Tu veux ouvrir ton propre restaurant un jour ?»« Oui, maestro. »« Alors, écoute-moi bien. La cuisine, c'est important, mais ce qui fait un grand chef, c'est la vision, l'histoire que tu racontes dans tes assiettes. Quelle est ton histoire, Mathias ?» Mathias pensa aux coquelicots piétinés sur les pavés, au rire cristallin d'Élodie, à la promesse murmurée dans la nuit. « Je ne sais pas encore, maestro, mais je la trouverai. » La 4e année, Mathias était devenu l'un des meilleurs élèves de l'Academia. Pour son projet de fin d'études, il créa un menu complet qui mêlait la tradition provençale de son enfance à la sophistication toscane qu'il avait apprise. Un dialogue entre deux terres, deux versions de lui-même. Le jury fut impressionné. Giovanni lui serra la main avec fierté. « Tu es prêt, Mathias? Le monde t'attend. » Le soir de la remise des diplômes, alors que ses camarades fêtaient bruyamment dans les rues de Florence, Mathias monta sur le Piazzale Michelangelo. De là-haut, toute la ville s'étalait sous le ciel étoilé, le Duomo illuminé, l'Arno serpentant dans la nuit, les collines au loin. 4 ans. Il était méconnaissable du garçon qui était arrivé 4 ans plus tôt, mais la brûlure était toujours là, intacte. Il sortit son téléphone et chercha le nom du village provençal sur Internet. Les nouvelles étaient rares, banales. Puis il tomba sur une photo, un reportage sur la quincaillerie Beaumont. Et là, souriante derrière le comptoir, Élodie. Elle était toujours belle, mais quelque chose dans ses yeux semblait éteint. Mathias rangea son téléphone. Pas encore. Il n'était pas prêt à revenir. Pas avant d'être devenu exactement ce qu'il avait promis de devenir. Il regarda Florence une dernière fois, puis se tourna vers l'avenir. « Bientôt », murmura-t-il dans la nuit. « Très bientôt ». 6 mois après son diplôme, Mathias Renard fit la une de plusieurs magazines gastronomiques français. À 4 ans, il venait d'ouvrir le Coquelicot dans le 6e arrondissement de Paris, un restaurant dont le nom portait une ironie que lui seul comprenait vraiment. En 3 mois, les critiques étaient unanimes. C'était l'une des tables les plus prometteuses de la capitale. Une cuisine qui dialogue entre tradition provençale et raffinement italien, portée par une technique impeccable et une audace maîtrisée, écrivait le Figaro. Mathias Renard est le visage de la nouvelle génération, celle qui réinvente sans trahir, proclamait Le Monde. Les réservations étaient complètes 3 mois à l'avance. Les célébrités commençaient à fréquenter discrètement sa table. On murmurait déjà qu'une étoile Michelin était inévitable. Mathias avait tout planifié avec la précision d'un stratège militaire. L'argent venait d'investisseurs italiens impressionnés par son travail chez Giovanni, le local d'une élégance sobre mais raffinée, l'équipe triée sur le volet. Rien n'était laissé au hasard. Et surtout, il avait travaillé sur lui-même, avec la même minutie qu'il mettait dans ses plats. Le garçon maigre et boutonneux n'existait plus. À sa place, se tenait un homme de 1,80 m, au corps sculpté par des années de discipline, aux traits ciselés encadrés de cheveux noirs, toujours impeccablement coiffés. Il portait des costumes taillés sur mesure, parlait 3 langues couramment, savait écouter et charmer d'un sourire calculé. Les femmes se retournaient sur son passage. Mais Mathias restait étrangement distant, poli, charmant même, mais avec une froideur au fond des yeux qui intriguait, comme s'il gardait une part de lui-même verrouillée, inaccessible. Un soir de juin, alors qu'il finissait le service, son téléphone vibra. Un message de sa mère. « Mon chéri, je suis si fier de toi. Tout le village parle de ton restaurant.
Ils disent que tu es devenu quelqu'un d'important. Quand est-ce que tu rentres nous voir ?» Mathias fixa le message un long moment, puis il répondit « Bientôt, maman, très bientôt. » Le moment était venu. 2 semaines plus tard, Mathias reçut une invitation inattendue. La mairie de son village natal organisait une fête pour célébrer les enfants du pays qui ont réussi. Son nom figurait en tête de liste. Le maire voulait qu'il soit l'invité d'honneur, qu'il fasse un discours, qu'il représente la fierté locale. L'ironie était si parfaite qu'elle en était presque poétique. Mathias accepta. Il fit le trajet en voiture, une Audi gris métallisée qu'il conduisait avec la même assurance maîtrisée qu'il mettait dans tout le reste. En traversant les routes de Provence, il observait le paysage qui défilait, les champs de lavande, les oliviers tordus par le Mistral, les villages perchés sur les collines. Tout était exactement comme dans son souvenir. Et pourtant, tout était différent, parce que ce n'était plus lui qui avait changé. C'était la façon dont il voyait ces lieux. Il n'était plus le garçon qui fuyait. Il était l'homme qui revenait. Quand sa voiture entra dans le village, quelques personnes sur la place se retournèrent. Certains reconnurent le modèle de voiture, le regardèrent avec curiosité. Mathias se gara près de la mairie et sortit, élégant dans sa chemise blanche et son pantalon sombre. Monsieur Petit, le pharmacien, s'arrêta net. « Mathias ? Mathias Renard ? Bonjour, monsieur Petit. » L'homme le dévisagea, bouche ouverte. « Mon Dieu, c'est vraiment toi ? Tu as tellement changé. » « Les années passent, » dit Mathias avec un sourire poli. La nouvelle de son arrivée se répandit comme une traînée de poudre. En quelques heures, tout le village savait. Mathias Renard est de retour. Mathias Renard, le chef parisien. Mathias Renard qui réussit. Le soir, lors du cocktail organisé par la mairie, Mathias fit son entrée sous les applaudissements. Le maire le serra dans ses bras avec une chaleur qui semblait sincère, mais sentait l'opportunisme politique. « Notre petit Mathias, qui aurait cru, hein ? Nous sommes si fiers de toi. » Mathias souriait, serrait des mains, acceptait les compliments avec grâce. Il voyait les regards, admiratifs, envieux, certains embarrassés. Madame Garnier, la boulangère, lui dit combien elle avait toujours su qu'il ferait quelque chose de sa vie. Monsieur Roussel affirma avoir toujours cru en lui. Hypocrisie polie et collective. Et puis à travers la foule, il la vit. Élodie. Elle se tenait près du bar, un verre de vin à la main. Elle portait une robe bleue, simple mais élégante. Ses cheveux châtains tombaient sur ses épaules. Elle était toujours belle, objectivement, indéniablement. Mais Mathias remarqua immédiatement ce que la distance ne permettait pas de voir sur les photos en ligne. Une fatigue dans le regard, quelque chose d'éteint dans le sourire. Leurs yeux se croisèrent. L'espace d'un instant, le monde sembla s'arrêter. Toutes les voix s'estompèrent. Il n'y avait plus que ce regard, celui de la fille qui l'avait détruit et celui de l'homme qu'il était devenu. Élodie pâlit légèrement. Elle posa son verre, comme si elle cherchait quelque chose pour s'occuper les mains. Puis, lentement, elle s'approcha. « Mathias, » dit-elle doucement, « c'est vraiment toi ?»« Bonsoir, Élodie. » Sa voix était calme, neutre, pas froide, pas chaleureuse, juste polie. « J'ai entendu parler de ton restaurant, à Paris. On dit que c'est extraordinaire. On est gentil. » Un silence inconfortable s'installa. Élodie cherchait ses mots, visiblement déstabilisée par l'homme qui se tenait devant elle, si différent du garçon qu'elle avait connu. « Tu as beaucoup changé, » finit-elle par dire. « Toi aussi. » Ce n'était pas un compliment, et elle le comprit. « Écoute, Mathias. » Elle baissa les yeux. « Pour ce qui s'est passé, il y a 10 ans, à la fête. »« Le 14 juillet, » compléta-t-il doucement. « Je m'en souviens très bien. J'étais jeune, idiote, cruel. » Sa voix tremblait légèrement. « Si je pouvais revenir en arrière, on ne peut pas. » Le ton était définitif, mais pas agressif, juste factuel. Élodie releva les yeux vers lui, et Mathias vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu dans ce regard autrefois si confiant. De la vulnérabilité, du regret. « Tu ne me pardonneras jamais, n'est-ce pas ?» Mathias la regarda longuement. Il aurait pu dire tant de choses. Il aurait pu lui montrer les cicatrices qu'elle avait laissées. Il aurait pu savourer ce moment, ce retournement de situation presque trop parfait. Mais à sa propre surprise, il ne ressentait pas de triomphe, juste une sorte de vide étrange.
Je ne sais pas, Élodie. Honnêtement, je ne sais pas. Quelqu'un l'appela. Le maire voulait lui présenter quelqu'un d'important. Mathias s'excusa poliment et s'éloigna, laissant Élodie seule avec son verre de vin et ses regrets. Mais toute la soirée, il sentit son regard sur lui. Et quelque chose en lui, quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps, se réveilla malgré lui. Là, en regagnant la petite maison où sa mère l'attendait, Mathias comprit que tout était plus compliqué qu'il ne l'avait imaginé. La vengeance était censée être simple, claire, satisfaisante. Mais le cœur, lui, ne suivait jamais de recette. Les jours suivants, Mathias resta au village sous prétexte de passer du temps avec sa mère. Cécile avait vieilli, ses cheveux grisonnaient, ses mains étaient marquées par les années de travail acharné. Mais quand elle regardait son fils, ses yeux brillaient d'une fierté qui effaçait toute fatigue. « Tu es devenu exactement ce que je savais que tu deviendrais », lui dit-elle un matin, caressant sa joue. « Quelqu'un de bien. » Mathias serra sa main. « Grâce à toi, maman. »« Non, grâce à toi. J'ai juste eu la chance d'être ta mère. » Mais il savait pourquoi il restait vraiment. Ce n'était pas seulement pour sa mère, c'était pour Élodie. Il la croisait régulièrement dans le village, devant la boulangerie, sur la place, au marché du dimanche. Chaque fois, elle le regardait avec ce mélange d'admiration et de regret qui semblait la consumer de l'intérieur. Elle hésitait toujours à l'approcher, comme si elle craignait d'être repoussée. Et chaque fois, Mathias se surprenait à chercher son regard. Midi, alors qu'il prenait un café à la terrasse du café du centre, elle s'approcha. Elle portait un jean et un chemisier blanc simple, les cheveux attachés. Plus de bijoux ostentatoires, plus de cette assurance qu'elle affichait à 15 ans. « Je peux m'asseoir » demanda-t-elle. Mathias désigna la chaise en face de lui. Élodie s'installa, commanda un thé. Un silence s'étira, pas vraiment inconfortable, mais chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit. « Comment va la quincaillerie ?» finit par demander Mathias. « Ça va. Papa a pris sa retraite l'année dernière. C'est moi qui gère maintenant avec maman. » Elle tourna sa cuillère dans sa tasse. « Ce n'est pas Paris, ce n'est pas une étoile Michelin. Mais c'est honnête, il n'y a pas de honte à ça. Je sais. » Elle leva les yeux vers lui. « J'ai entendu dire que tu es divorcé. » Élodie eut un sourire amer. « Les nouvelles vont vite dans ce village. Oui, ça a duré 2 ans. Alexandre était... » Elle chercha ses mots. « Il était ce que mes parents voulaient. Avocat, bonne famille. Mais il n'était pas. » Elle s'interrompit, secoua la tête. « Peu importe, c'est fini. » Mathias l'observait. Il y avait quelque chose de différent chez elle. Au-delà de la fatigue et des regrets, une forme d'humilité qui n'existait pas avant. La vie l'avait meurtrie, elle aussi, à sa façon. « Tu sais ce qui est étrange ?» dit-elle soudain. « Pendant des années, j'ai essayé de t'oublier. Ce que j'avais fait, cette nuit-là. » Elle but une gorgée de thé, les mains tremblantes. « Je me disais que j'étais jeune, que c'était juste une bêtise d'adolescente. Mais en vérité, je n'ai jamais oublié ton visage ce soir-là, la façon dont tu me regardais. Pourquoi tu me dis ça maintenant ? Parce que je te dois la vérité. » Elle planta ses yeux dans les siens. « J'étais cruelle. Méchante, je t'ai humiliée devant tout le monde parce que j'avais peur. Peur de quoi ? Peur de ce que les autres penseraient si je disais oui à un garçon comme toi. » Sa voix se brisa légèrement. « J'étais lâche. Et cette lâcheté m'a poursuivi toute ma vie. Chaque fois que je me regardais dans le miroir, je voyais la fille qui avait ri de quelqu'un qui avait eu le courage de lui offrir des fleurs. » Mathias sentit quelque chose se fissurer dans la carapace qu'il avait construite pendant 10 ans. « Tu aurais pu t'excuser plus tôt. Tu étais parti. Et honnêtement, » elle essuya discrètement une larme. « Je ne pensais pas que tu reviendrais. Pas après ce que je t'avais fait. Et je ne pensais certainement pas que tu deviendrais. Ça. » Elle fit un geste vers lui. « Quelqu'un d'extraordinaire. Je ne suis pas extraordinaire. Je suis juste obstiné. Non. Tu es bien plus que ça. » Elle sourit tristement. « Et le pire, c'est que je le savais déjà. Ce soir-là, quand tu m'as tendu ces fleurs, j'ai vu quelque chose dans tes yeux, quelque chose de pur, de sincère, quelque chose que personne ne m'avait jamais offert, et au lieu de l'accepter, je l'ai piétiné. » Le silence retomba. Sur la place, la vie du village continuait. Des enfants jouaient près de la fontaine, des vieux discutaient sur un banc. Tout était ordinaire, banal.
Mais à cette table, entre eux deux, l'air était chargé d'électricité. « Tu m'en veux toujours ?» demanda-t-elle finalement. Mathias prit son temps pour répondre. Il aurait pu dire oui. Il aurait pu lui faire payer encore, la faire souffrir comme elle l'avait fait souffrir. C'était le plan, après tout. C'était la promesse qu'il s'était faite. Mais en regardant cette femme assise en face de lui, plus cette adolescente cruelle, mais quelqu'un de cassé, de sincère, de vulnérable, il réalisa quelque chose de troublant. La vengeance avait un goût de cendre. « Je ne sais pas », dit-il honnêtement. « Une partie de moi veut dire oui, une autre partie. » Il n'acheva pas sa phrase. Élodie hocha la tête, comprenant. « Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Mais si tu pouvais juste... » Elle chercha ses mots. « Me donner une chance de te montrer que je ne suis plus cette fille ? Comment ? Laisse-moi t'inviter à dîner. Demain soir, chez moi. » Elle sourit faiblement. « Je ne suis pas chef étoilé, mais je me débrouille. » Mathias aurait dû refuser. Chaque fibre rationnelle de son être lui hurlait de dire non, de partir, de maintenir la distance. D'accord, le sourire qui illumina le visage d'Élodie fut comme un coup au cœur. Pas le sourire arrogant de la jeune fille qu'elle était, mais quelque chose de doux, de reconnaissant, de fragile. « Merci » murmura-t-elle. « Vraiment, merci. » Quand ils se séparèrent, Mathias resta assis à la terrasse un long moment, fixant sa tasse vide. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il avait passé 10 ans à construire cette armure, à se préparer pour ce moment, pour l'avoir implorée, pour la rejeter, pour lui montrer ce que ça faisait. Mais maintenant que le moment était là, maintenant qu'elle était effectivement à genoux devant lui, métaphoriquement parlant, il ne ressentait pas de victoire. Il ressentait quelque chose de bien plus dangereux, de la curiosité, de l'empathie. Être, enfoui très profondément, une étincelle de ce qu'il avait ressenti autrefois, quand il n'était qu'un garçon de 14 ans tenant des coquelicots dans la nuit d'été. « Attention », se dit-il, « c'est exactement comme ça qu'on se perd. » Là, il se surprit à penser au dîner du lendemain et à ce qui pourrait se passer ensuite. 9 heures précises, une bouteille de vin italien à la main, dessus de la quincaillerie, modeste mais soigneusement décorée. Rien à voir avec la grande maison familiale où elle avait grandi. Les murs blancs étaient ornés de quelques tableaux, les meubles simples mais de bon goût, une vie réduite mais assumée. Élodie ouvrit la porte. Et Mathias fut surpris de voir qu'elle avait fait un effort. Une robe noire simple, les cheveux détachés tombant sur ses épaules, un maquillage discret qui accentuait ses yeux. Elle était nerveuse. Il le voyait à la façon dont elle jouait avec le bracelet à son poignet. « Entre », dit-elle avec un sourire timide. « J'espère que tu aimes le risotto. J'ai vu dans un article que c'était ta spécialité à Florence. » Mathias sourit. Elle avait fait des recherches. Le risotto, c'est toujours une bonne idée. L'appartement sentait le safran et le parmesan. Sur la petite table près de la fenêtre, 2 couverts étaient dressés avec soin. Des bougies, de la musique douce en fond, quelque chose de jazz, discret. Elle essaie vraiment, pensa Mathias, et quelque chose en lui, quelque chose de calculateur et de froid, se réveilla. C'est ton moment. Elle est vulnérable. Tu peux jouer avec ça. Ils s'installèrent, et Élodie servit le risotto qu'elle avait préparé. Mathias goûta, techniquement correct, un peu trop cuit peut-être, mais fait avec soin. « Un beurre c'est bon », dit-il sincèrement. « Tu cuisines souvent. » « Depuis le divorce, oui. Ça m'aide à penser à autre chose. » Elle but une gorgée de vin. « C'est thérapeutique, en quelque sorte. Je comprends. Pour moi aussi, la cuisine a été ça, une thérapie. » Ils mangèrent en parlant de choses légères d'abord. Le village, les changements au fil des années, les personnes qu'ils connaissaient. Mais progressivement, la conversation glissa vers des territoires plus intimes. « Tu ne t'es jamais marié ?» demanda Élodie. « Non. » Mathias tourna son verre entre ses doigts. « Je n'ai jamais eu le temps. Ou peut-être que je n'ai jamais trouvé la bonne personne. Ou peut-être que tu n'as jamais voulu chercher. » Il leva les yeux vers elle, surpris par la perspicacité. « Tu as peut-être raison, » admit-il. « Pourquoi ?» Mathias hésita. Il pourrait mentir, jouer la carte du chef trop occupé. Mais quelque chose dans ce moment, dans cette intimité fragile, le poussa vers l'honnêteté. Parce que pour aimer quelqu'un, il faut être vulnérable. Et j'ai passé 10 ans à construire des murs pour ne plus jamais l'être.
Élodie posa sa fourchette, le regardant intensément. « À cause de moi, ce n'était pas une question. »« Oui, » dit Mathias simplement, « à cause de toi. » Le silence qui suivit était lourd, chargé de vérité trop longtemps tue. « Je suis désolé, » murmura Élodie, et sa voix se brisa légèrement. « Je suis tellement désolé, Mathias, si je pouvais revenir en arrière. Mais tu ne peux pas, personne ne peut. » Il se pencha en avant, et son regard s'intensifia. « Tu sais ce que le pire ? Ce n'était pas juste que tu aies dit non, c'était la façon dont tu l'as fait, comme si j'étais rien, moins que rien. » Des larmes montèrent aux yeux d'Élodie. « Je sais, et je dois vivre avec ça chaque jour. » Et là, Mathias vit son ouverture, le moment pour lequel il s'était préparé. Il se leva lentement, contourna la table et s'agenouilla à côté d'elle. Élodie le regarda, surprise, le souffle court. « Élodie, » dit-il doucement, prenant sa main, « regarde-moi. » Elle obéit, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. « Tu sais ce qui est ironique ?» continua-t-il, sa voix veloutée, presque hypnotique. « Pendant 10 ans, j'ai imaginé ce moment, où je reviendrais, où tu me regarderais différemment, où les rôles seraient inversés. Et maintenant, murmura-t-elle. Il caressa doucement sa main, un geste calculé, mais qui semblait sincère. Maintenant, je me demande si le garçon de 14 ans avait raison depuis le début. À propos de quoi? À propos de toi. Il se rapprocha légèrement. Peut-être qu'il voyait quelque chose que tu ne voyais pas encore toi-même. Élodie ferma les yeux, submergée. Ne fais pas ça. Ne sois pas gentil avec moi. Je ne le mérite pas. Qui suis-je pour décider ce que tu mérites? Il se releva, créant juste assez de distance pour qu'elle le désire davantage. C'était un jeu cruel, il le savait. Donner de l'espoir, puis le retirer. La faire tomber amoureuse, puis la laisser tomber comme elle l'avait laissé tomber. C'est ce que tu voulais, non? La vengeance parfaite. Mais quand il vit son visage, vulnérable, ouvert, plein d'espoir fragile, quelque chose en lui vacilla. « Je devrais y aller », dit-il soudainement. « Quoi? Non, reste, s'il te plaît. » Élodie se leva, posa sa main sur son bras. « Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais reste encore un peu. » Mathias la regarda. Elle était si proche. Il pouvait sentir son parfum, quelque chose de doux, de floral. Il pouvait voir la façon dont ses lèvres tremblaient légèrement, la façon dont elle le regardait comme si sa vie en dépendait. Un baiser maintenant, puis tu pars. Tu la laisses avec ce goût de ce qui aurait pu être. C'est ça, la vraie vengeance. Mais au lieu de ça, il se surprit à dire « D'accord, encore un peu ». Ils retournèrent s'asseoir, mais cette fois sur le canapé, plus proche. L'air entre eux était électrique, chargé de tout ce qui avait été et de tout ce qui pourrait être. Élodie posa sa tête sur son épaule, un geste d'une intimité désarmante. « Je sais que je n'ai pas le droit, » murmura-t-elle, « mais je me sens en sécurité avec toi. » C'est étrange, non? Après tout ce qui s'est passé, Mathias ne répondit pas. Il fixait le plafond, sentant le poids de sa tête contre lui, respirant son odeur, et réalisant, avec une clarté terrifiante, quelque chose qu'il refusait d'admettre. La frontière entre vengeance et vérité s'effaçait. Il ne savait plus s'il jouait un rôle ou s'il ressentait vraiment quelque chose. Et c'était précisément ça, le danger. Là, 2 heures plus tard, Élodie le raccompagna à la porte. Elle se tint sur la pointe des pieds, hésita, puis déposa un baiser léger sur sa joue. « Merci, dit-elle, pour être venue, pour m'avoir écouté, pour tout. » Mathias hocha la tête, incapable de parler. En descendant les escaliers, en traversant la place déserte du village, il sentit quelque chose en lui se fissurer définitivement. Il avait voulu contrôler ce moment, orchestrer sa vengeance avec la précision d'un chef orchestrant un service. Mais le cœur, encore une fois, refusait de suivre la recette, et Mathias comprit, avec une terreur sourde, qu'il était en train de tomber dans son propre piège. Les jours suivants furent une torture douce. Mathias et Élodie se voyaient presque quotidiennement. Des promenades dans les collines environnantes, des cafés sur la place, des dîners où ils parlaient jusqu'à tard dans la nuit. Chaque rencontre creusait un peu plus le fossé entre ce que Mathias avait planifié et ce qu'il ressentait vraiment. Élodie s'ouvrait à lui comme une fleur au soleil.
Elle lui racontait son mariage raté avec Alexandre, un homme qui l'avait épousée pour son nom et ses connexions, mais qui ne l'avait jamais vraiment vue. Elle parlait de sa solitude, de ses regrets, de cette sensation d'avoir gâché sa jeunesse à poursuivre l'approbation des autres au lieu de construire quelque chose de vrai. « J'ai passé tellement d'années à être ce que les gens attendaient de moi », dit-elle un soir, alors qu'il marchait près du vieux lavoir, l'endroit même où Mathias s'était effondré 10 ans plus tôt. La fille parfaite, l'épouse parfaite. Et au final, je me suis perdu. Mathias écoutait et malgré lui, il compatissait. Parce qu'en un sens, il comprenait. Lui aussi s'était construit une carapace, s'était transformé en quelqu'un d'autre pour survivre. Et maintenant, demanda-t-il, tu sais qui tu es ? Élodie s'arrêta, le regarda avec une intensité qui le désarma. Avec toi, oui, pour la première fois depuis des années, je me sens réel. Ces mots auraient dû le satisfaire. C'était exactement ce qu'il voulait. Qu'elle tombe amoureuse, qu'elle devienne vulnérable, qu'elle s'expose complètement avant qu'il ne frappe le coup final. Mais au lieu de triomphe, il ressentit une panique sourde. « Parce que tu ressens la même chose », murmura une voix dans sa tête qu'il essayait désespérément d'ignorer. Midi, il se promenait au marché du village quand une vieille dame, Madame Lavigne, les arrêta. « Oh, quel beau couple !» s'exclama-t-elle, les yeux pétillants. Mathias et Élodie, ensemble, qui l'aurait cru? Élodie rougit légèrement mais ne corrigea pas, Mathias non plus. Et quand ils reprirent leur marche, leurs mains se frôlèrent, puis s'entrelacèrent naturellement. Ce simple geste, leurs doigts entrelacés, sembla sceller quelque chose entre eux. Là, Mathias invita Élodie dans la maison de sa mère. Cécile était ravie de la voir, la traitant avec une chaleur qui surprit Mathias. Sa mère n'était pas du genre à oublier facilement et pourtant, elle accueillait Élodie comme si rien ne s'était passé. Plus tard, alors qu'Élodie aidait à débarrasser la table, Cécile tira son fils à l'écart. « Cette fille, murmura-t-elle, elle n'est plus la même. Je sais. Et toi ?» Sa mère planta ses yeux dans les siens. « Tu n'es plus le même non plus. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je ne sais pas, maman. »« Si, tu sais. » Elle posa sa main sur son cœur. « Écoute ça, pas ta tête. » Là, elle s'arrêta sur le pas de la porte. La nuit était claire, étoilée, avec ce parfum de lavande qui montait des champs environnants. « Mathias, dit-elle doucement, je dois te dire quelque chose. »« Quoi ?» Elle prit une grande inspiration, comme si elle s'apprêtait à sauter dans le vide. « Je sais que je n'ai pas le droit. Je sais que c'est trop tôt. Je sais que je n'ai rien fait pour le mériter. Mais je tombe amoureuse de toi. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, fragile et terrifiant. Élodie, « Non, laisse-moi finir. » Elle leva une main. « Je ne m'attends pas à ce que tu ressentes la même chose. Comment le pourrais-tu après ce que je t'ai fait? Mais je devais te le dire, parce que pour la première fois de ma vie, je ressens quelque chose de vrai, de pur, et même si tu pars demain et que je ne te revois jamais, au moins j'aurais été honnête. » Mathias la regardait, et tout son plan soigneusement élaboré s'effondrait comme un château de cartes. Lui, que tu ne ressens rien. Dis-lui que c'était juste un jeu. Dis-lui qu'elle a eu ce qu'elle méritait, le goût de l'amour non partagé. Mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, il fit un pas vers elle, prit son visage entre ses mains, et pour la première fois depuis 10 ans, il laissa tomber tous ses murs. « Le garçon de 14 ans, murmura-t-il, sa voix rauque. Celui qui t'a offert des coquelicots, il ne m'a jamais quitté. J'ai essayé de l'enterrer, de le faire taire, de le remplacer par quelqu'un de plus fort, de plus dur. Mais il était toujours là. » Des larmes brillaient dans les yeux d'Élodie. « Et maintenant je réalise quelque chose de terrifiant. » Il posa son front contre le sien. « C'est que je ne suis jamais parti de moi non plus. Cet amour stupide, impossible, d'adolescent, il n'a jamais disparu. Il s'est juste transformé en quelque chose de plus sombre, de plus complexe. Mais il était toujours là. Mathias, je suis venu ici pour me venger, avoua-t-il dans un souffle, pour te faire sentir ce que tu m'avais fait sentir, pour te briser comme tu m'as brisé. » Élodie ferma les yeux, une larme coulant sur sa joue. « Et maintenant, je ne sais plus. » Il essuya sa larme avec son pouce.
Parce que quelque part entre la vengeance et le pardon, je suis tombé amoureux de la femme que tu es devenue. Élodie ouvrit les yeux, et ce qu'il vit dedans lui coupa le souffle, de l'espoir, du soulagement, de l'amour pur et sans filtre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Murmura-t-elle. Je ne sais pas. Il sourit tristement. Pour la première fois depuis 10 ans, je n'ai pas de plan. Elle se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa. Un baiser doux d'abord, hésitant, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. Puis, plus profond, plus urgent, chargé de 10 ans de regrets et de ce qui aurait pu être. Quand ils se séparèrent, essoufflés, Mathias la serra contre lui, respirant son odeur, sentant son cœur battre contre le sien. « Je t'aime », murmura-t-elle contre son torse. « Et je sais que je ne le mérite pas, mais je t'aime. » Mathias ferma les yeux, et pour la première fois depuis cette nuit de juillet qui avait tout changé, il sentit quelque chose en lui se libérer. Être que la vengeance n'était pas la réponse. Être que l'amour, ce stupide, impossible, merveilleux amour, l'avait toujours été. Les jours suivants furent les plus heureux que Mathias ait connus depuis des années. Il ne se cachait plus. Ils se promenaient main dans la main sur la place, s'embrassaient sous les platanes centenaires, riaient ensemble comme s'ils rattrapèrent le temps perdu. Le village entier parlait d'eux, certains avec attendrissement, d'autres avec perplexité. Comment Mathias Renard, le chef célèbre, pouvait-il pardonner à Élodie Beaumont après ce qu'elle lui avait fait? Mais l'amour, comme Mathias commençait à le comprendre, ne suivait aucune logique. Un soir, Élodie l'invita de nouveau chez elle. Cette fois, l'atmosphère était différente, plus légère, plus joyeuse. Elle avait préparé un repas simple mais délicieux et ils mangèrent en parlant de l'avenir. « Tu retournes à Paris bientôt ?» demanda-t-elle et sa voix trahissait une inquiétude qu'elle essayait de cacher. « Je dois, le restaurant, mon équipe. » Mathias prit sa main à travers la table. « Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Tu pourrais venir me voir, ou je pourrais revenir plus souvent. » Tu ferais ça? Pour toi? Oui. Le sourire d'Élodie illumina son visage. « J'aimerais beaucoup visiter ton restaurant, voir ce que tu as créé. » Après le dîner, ils s'installèrent sur le canapé avec un verre de vin. La conversation dériva naturellement vers le passé, non plus avec douleur, mais avec une forme d'acceptation. « Tu sais ce qui est étrange, » dit Élodie, la tête posée sur son épaule. « Si je n'avais pas été aussi cruelle ce soir-là, tu ne serais peut-être jamais parti. Tu ne serais jamais devenu qui tu es. » Mathias réfléchit. « C'est vrai, mais je me demande parfois, quel prix on paie pour devenir quelqu'un? Que veux-tu dire? Pendant 10 ans, j'ai construit ma vie autour d'une promesse de vengeance. J'ai travaillé jusqu'à l'épuisement, j'ai sacrifié tout le reste, j'ai fermé mon cœur à toute possibilité d'amour. » Il tourna son verre entre ses doigts. « Et maintenant que je suis là, maintenant que j'ai tout ce que je voulais, je réalise que la vengeance n'a jamais été la réponse. » Élodie se redressa, le regardant intensément. « Alors qu'est-ce qui est la réponse? Toi. » Il caressa sa joue. « Ça a toujours été toi. » Le garçon de 14 ans avait raison depuis le début. Ils s'embrassèrent, et cette fois, il y avait une urgence nouvelle, une promesse de quelque chose de plus profond. Mais au moment où Mathias sentait qu'il franchissait une ligne de non-retour, son téléphone vibra. Il l'ignora d'abord, puis il vibra de nouveau. « Encore, encore. » « Tu devrais répondre, » murmura Élodie. C'était Giovanni, son ancien maestro de Florence. Mathias décrocha, le cœur soudainement lourd. « Mathias, ragazzo mio, j'ai de grandes nouvelles. » La voix de Giovanni était excitée, inhabituellement animée. « Tu es sur la liste. Le guide Michelin. Ta première étoile. C'est officiel. » Mathias ferma les yeux. C'était ce qu'il avait travaillé pour obtenir pendant des années, le sommet de sa carrière, la validation ultime. « Merci, maestro. Mais ce n'est pas tout. Il y a une opportunité. Un groupe hôtelier international veut ouvrir une chaîne de restaurants haut de gamme dans toute l'Europe. Ils te veulent, toi, comme chef exécutif. Londres, Milan, Barcelone, Berlin. C'est l'opportunité de ta vie, Mathias. Mais tu dois revenir à Paris immédiatement. La réunion est demain. » Mathias raccrocha lentement. Élodie le regardait et elle avait compris avant même qu'il ne parle. « Tu dois partir, dit-elle doucement. »« Oui. » Le silence qui suivit était lourd de tout ce qui n'était pas dit. « C'est ta chance, » continua-t-elle, même si sa voix tremblait. « Tu ne peux pas la laisser passer. »« Élodie. »« Non.
écoute-moi. Elle prit ses mains. Pendant 10 ans, tu as construit quelque chose d'extraordinaire. Tu as transformé ta douleur en art. Et maintenant, tu es au bord de quelque chose d'immense. Je ne serai pas celle qui te retient. Tu ne me retiens pas. Si. Elle sourit tristement. Et c'est normal. Parce que c'est ce que fait l'amour. Il nous retient. Il nous ancre. Et parfois, sa voix se brisa. Parfois, il faut choisir. Mathias sentit quelque chose se fissurer en lui. Tu me demandes de choisir entre toi et ma carrière? Non. Je te dis que tu as déjà choisi. Il y a 10 ans. Tu as choisi de devenir grand, de devenir fort, de conquérir le monde. Elle essuya une larme. Et moi, je ne suis qu'un village en Provence. Je suis la fille qui t'a brisé. Je suis ton passé, Mathias, pas ton avenir. Tu te trompes. Vraiment? Elle se leva, s'éloigna légèrement. Regarde-moi honnêtement et dis-moi, si tu restes ici avec moi dans ce village, à gérer une quincaillerie et à vivre une vie ordinaire, tu serais heureux? Vraiment heureux? Mathias voulut dire oui immédiatement, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, parce qu'au fond de lui, il savait la vérité. Il aimait Élodie, vraiment, profondément, mais il aimait aussi ce qu'il était devenu, sa carrière, son art, sa vie à Paris. Et l'idée de tout abandonner, même pour l'amour, le terrifiait. « Je ne te demande pas de rester, » dit Élodie, lisant dans ses yeux. « Je ne veux pas que tu regrettes. Je ne veux pas être ton sacrifice. » Alors quoi? On abandonne, après tout ça? Non, on accepte la réalité. Elle s'approcha, prit son visage entre ses mains. « Tu m'as donné quelque chose de précieux, Mathias. Tu m'as donné le pardon. Tu m'as montré que je pouvais être aimé, même après ce que j'avais fait. C'est plus que je ne méritais. » Élodie, va à Paris, prends cette opportunité, conquiers l'Europe, deviens la légende que tu es destinée à être. Elle l'embrassa doucement. Et peut-être, un jour, si le destin le veut, nos chemins se recroiseront. Mathias la serra contre lui, sentant ses larmes mouiller sa chemise. Il voulait protester, dire que c'était stupide, qu'il pouvait trouver une solution. Mais il savait qu'elle avait raison. L'amour ne suffisait pas toujours. Parfois, le timing était tout. Là, il fit sa valise dans la petite maison de sa mère. Cécile ne dit rien, mais elle le regardait avec ses yeux qui voyaient tout. « Tu fais le bon choix », finit-elle par dire. « Alors pourquoi j'ai l'impression de faire la pire erreur de ma vie? Parce que les bons choix font mal aussi, mon chéri. » Le lendemain matin, Mathias quitta le village alors que le soleil se levait. Il ne retourna pas chez Élodie. Il s'était dit au revoir la veille, et rouvrir cette blessure aurait été trop cruel. Mais en conduisant, alors que le village disparaissait dans son rétroviseur, il sentit quelque chose se briser en lui. Il avait eu sa vengeance, il avait eu son pardon, il avait même eu l'amour, mais à la fin il avait choisi la solitude, parce que c'était ce qu'il connaissait le mieux. 3 mois passèrent, Mathias signa le contrat. Les restaurants ouvrirent. Londres d'abord, puis Milan, puis Barcelone. Son nom brillait sur les façades. Sa photo apparaissait dans les magazines internationaux. On parlait de lui comme du prodige français qui révolutionnait la gastronomie européenne. Il voyageait constamment. Réunions, inaugurations, interviews. Il souriait pour les caméras, serrait des mains, acceptait des prix. De l'extérieur, il était l'incarnation du succès. De l'intérieur, il était vide. Il pensait à Élodie constamment, le matin en se réveillant dans des chambres d'hôtel impersonnelles, le soir en préparant des plats dans des cuisines étrangères, la nuit quand le silence devenait trop lourd. Il avait décroché son téléphone 100 fois pour l'appeler, 100 fois. Il avait raccroché avant que ça ne sonne. Elle a raison, tu as fait ton choix, laisse-la vivre sa vie. Mais les mois passaient et le vide ne se remplissait pas. Les étoiles Michelin, les articles élogieux, les invitations prestigieuses. Rien de tout cela n'arrivait à combler ce trou dans sa poitrine. Un soir de novembre, alors qu'il était à Londres pour superviser le service de son restaurant, il reçut un message de sa mère. « Mon chéri, je pense que tu devrais rentrer. Pas pour moi, pour toi. » Mathias fixa le message un long moment, puis il prit une décision. Le lendemain, il annula tous ses rendez-vous et prit le premier train pour la France. Il arriva au village en fin d'après-midi. L'automne avait transformé les paysages. Les vignes étaient rouges et or. L'air sentait les feuilles mortes et la terre humide.
C'était beau, d'une beauté mélancolique qui lui serra le cœur. Il ne passa pas d'abord chez sa mère. Il alla directement à la quincaillerie. Élodie était là, derrière le comptoir, en train d'expliquer quelque chose à un client. Elle portait un jean et un pull simple, les cheveux attachés en chignon négligé. Quand elle leva les yeux et le vit, elle se figea. Le client parti, ils se retrouvèrent face à face dans le magasin vide, séparés par le comptoir et 3 mois de silence. « Mathias, murmura-t-elle, qu'est-ce que tu fais là ?» Il ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de la regarder, vraiment la regarder, et de réaliser à quel point elle lui avait manqué. « Je me suis trompé », finit-il par dire. « À propos de quoi ? À propos de tout. » Il contourna le comptoir, se rapprocha. « Tu avais raison ce soir-là. J'avais fait mon choix il y a 10 ans. J'avais choisi de devenir quelqu'un de grand, de puissant, de reconnu, et j'ai tout obtenu. Les restaurants, les étoiles, la célébrité. Alors pourquoi tu es là ? Parce que j'ai réalisé quelque chose. » Il prit ses mains dans les siennes. « Pendant 10 ans, j'ai construit ma vie autour d'une promesse de vengeance. Et puis, quand je t'ai retrouvé, j'ai cru que je devais choisir entre toi et cette vie que j'avais construite. Et je me suis trompé, le choix n'était pas entre toi et ma carrière. » Il posa une main sur son cœur. Le choix était entre rester coincé dans le passé ou construire un avenir, entre la vengeance et l'amour, entre l'orgueil et le bonheur. Des larmes montèrent aux yeux d'Élodie. « Mathias, je suis venu te dire que je t'aime, non pas parce que tu es mon passé, mais parce que tu es mon avenir. » Il s'approcha encore, jusqu'à ce que leurs fronts se touchent. « Je suis venu te dire que je ne veux plus choisir. Je veux tout. Je veux ma carrière et je veux toi. Je veux Paris et je veux ce village. Je veux la célébrité et je veux les soirées tranquilles sur ton canapé. »« Comment ?» murmura-t-elle, voix brisée. « Comment on fait ça ? On trouve un moyen. » Il essuya ses larmes avec ses pouces. « Tu viens avec moi parfois. Je reviens ici souvent. On construit quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a jamais existé avant. Quelque chose qui est juste à nous. Et si ça ne marche pas, alors au moins on aura essayé. » Il sourit doucement. « Et je préfère échouer en essayant avec toi que réussir seul sans toi. » Élodie le regarda longuement, et il vit le moment où elle prit sa décision. Le moment où elle choisit de croire, de faire confiance, de prendre le risque. « Je t'aime, » dit-elle simplement. « Je t'ai toujours aimé, même quand je ne le savais pas, même quand je te faisais du mal. Une part de moi a toujours su que tu étais celui qu'il me fallait. » Mathias l'embrassa alors, et ce baiser n'avait rien à voir avec les autres. Ce n'était plus le baiser de la vengeance, ni celui du pardon. C'était le baiser du commencement, de la promesse, de l'avenir. Quand ils se séparèrent, il sortit quelque chose de sa poche, un bouquet de coquelicots séchés, soigneusement préservés. « Je les ai gardés, » dit-il doucement, « toutes ces années. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'une part de moi savait que cette histoire n'était pas finie. » Élodie prit les fleurs, les larmes coulant librement maintenant. « Tu es venu me venger. Oui, et tu es reparti m'aimer. Oui, et maintenant, je reste. » Il sourit, et pour la première fois depuis des années, c'était un sourire sans calcul, sans armure, sans peur. Parce que la vraie victoire, ce n'est pas dans la vengeance. C'est dans l'amour qui survit à tout, autant aux cicatrices, à l'orgueil. 6 mois plus tard, on pouvait voir Mathias et Élodie se promener dans les rues du village, main dans la main. Il venait chaque week-end quand il pouvait, et elle le rejoignait à Paris quand la quincaillerie le permettait. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Un soir d'été, lors de la fête du 14 juillet, ils dansèrent sur la même place où tout avait commencé. Cette fois, il n'y avait pas de rire cruel, pas de fleurs piétinées. Juste 2 personnes qui avaient choisi de transformer leur histoire de douleur en histoire d'amour. « Tu sais ce qui est ironique ?» dit Élodie, la tête posée sur son épaule. « Quoi ? Si cette nuit terrible n'était jamais arrivée, nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous ne serions pas nous. » Mathias y réfléchit. « Tu as raison. Mais je pense que nous aurions trouvé notre chemin l'un vers l'autre de toute façon. » Et comment tu peux en être sûr ? Il l'embrassa doucement, sous les lampions et les étoiles, exactement comme il avait rêvé de le faire 14 ans plus tôt. Parce que certains amours sont écrits dans les étoiles. Ils peuvent être retardés, compliqués, meurtris, mais ils finissent toujours par trouver leur chemin.
Et dans la nuit chaude de juillet, alors que le village entier célébrait, deux âmes qui s'étaient perdues puis retrouvées écrivirent enfin leur propre fin heureuse. Pas celle qu'ils avaient imaginée, mais celle qu'ils avaient choisie. Et vous, si vous pouviez réécrire une page douloureuse de votre passé, choisiriez-vous la vengeance ou l'amour? Écrivez un seul mot dans les commentaires, vengeance ou amour. Si cette histoire vous a touché, laissez un like. Abonnez-vous à notre chaîne Radio Romance et aidez-nous à atteindre les 0 abonnés. Ensemble, continuons à raconter des histoires qui font battre le cœur.